Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la série de commentaires audio dans laquelle je vais revenir sur les projets d'FC Productions depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, partager avec vous des petites anecdotes sur les tournages, parler de la genèse en fait de la plupart de ces projets et parler de en quoi le projet a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et revenir sur notre évolution durant cette décennie et peut-être aider toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans la réalisation de courts-métrages. Pour commencer, FC Productions ou FC Animation comme c'était appelé au début, a été créé en 2008 par moi-même. FC Animation, du coup FC pour François Chambard. Alors de base c'était en fait une blague, c'était vraiment les premières créations que je faisais, c'était ce nom-là FC Animation est venu d'une blague récurrente où on disait ce serait extraordinaire d'avoir sa propre boîte plus tard, et voilà, en disant on pourrait appeler ça FC Productions, FC Animation pardon à l'époque. Et donc ce nom-là est resté parce qu'il me fallait un nom, et j'ai décidé de garder celui-là. Donc FC Animation qui ensuite est devenu FC Productions. Pour ma part, la première fois que j'ai tenu une caméra, que j'ai participé à un projet de cinéma, c'était quand j'avais 10 ans, en CM2. La professeure à l'époque avait décidé pour la fin d'année de faire des trucs un peu plus originaux que des spectacles de danse ou de théâtre, et j'étais tombé dans le groupe qui réalisait un film. Et passer derrière la caméra, ça a été un peu comme une révélation pour moi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai tout de suite apprécié. Quand je suis arrivé au collège, j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire à l'option cinéma, ou à l'option vidéo plutôt, dans lequel on a réalisé un court-métrage dont je vais vous passer quelques extraits. Donc un super court-métrage intitulé Meurtre au collège. Alors vous imaginez très bien le pitch du film, une jeune collégienne retrouvée morte dans les toilettes du collège. Donc cette fois-ci j'étais pas nécessairement derrière la caméra, j'étais plutôt acteur devant. Donc voilà, ça c'est moi. En 6ème, je vous laisse apprécier ce magnifique jeu d'acteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, donc le film, le scénario avait été écrit par toute l'équipe, et il avait été tourné tout au long de l'année. C'était une activité qu'on faisait le vendredi entre midi et 2, avec 2 professeurs encadrants. Et le film, du coup, avait vu le jour tout au long de l'année. La même année, j'ai été approché par des lycéens qui réalisaient leur film de bac. Et pareil, du coup, dans ce film, je n'étais pas derrière la caméra, je jouais un personnage. Mes talents d'acteur étant ce qu'ils sont, j'ai très vite quitté le devant de la caméra dès que c'était possible. Vous allez voir que plus on avance dans les projets, moins je suis présent à l'écran. Voilà, c'était vraiment une des premières expériences de cinéma, ce qui m'a amené à demander à mes parents de m'acheter ma propre caméra pour justement réaliser mes propres courts-métrages à moi. Et là, c'est en 2008 que j'ai reçu mon premier caméscope et que mes films à moi ont pu commencer. Dès que j'ai eu cette nouvelle caméra, je me suis mis à filmer plein de choses. Et ma sœur était ma seule actrice au départ, donc j'écrivais vraiment de tout petits scénarios qui nécessitaient juste une personne. Pour cet épisode de commentaires audio, je vous propose de revenir sur les tout premiers projets. On parlera ensuite de Ghost Whisperer avant de terminer avec Éveil, le film qui a été réalisé pour le bac de cinéma. Les images que vous voyez là, c'est vraiment le premier court-métrage que j'ai réalisé avec des acteurs, qui étaient des amis que j'avais sous la main et qui voulaient bien participer à cette folle aventure. Ça s'appelle La Peur. C'était adapté d'une nouvelle qu'on lisait à ce moment-là en cours de français. Je me souviens plus vraiment quel était l'exercice de base, mais je sais qu'avec un ami de la classe, on avait réalisé ce court-métrage. La vidéo que vous voyez en ce moment, c'est uniquement la deuxième partie du court-métrage.
j'ai perdu la première partie. J'ai toujours les rushs, toujours les images qu'on a filmées à l'époque, mais j'ai pas retrouvé le film terminé alors que je sais qu'on l'avait diffusé devant la classe. Je me souviens que la prof de l'époque m'avait dit qu'on avait fait du très bon travail. Elle m'avait même proposé de participer à un concours de court-métrage dont elle avait entendu parler. Moi j'étais comme un dingue. C'est là que j'ai écrit du coup Le Chant du silence, le deuxième court-métrage que vous voyez à l'écran. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve de chanter. Elle passe tous les soirs devant un conservatoire de chant, et sauf que ses amis et son père s'aperçoivent qu'elle commence à avoir des problèmes d'audition. Et suite à un rendez-vous chez l'ORL, on lui annonce qu'elle va devenir sourde. Donc là, on note quand même la gravité du scénario, qui n'est pas du tout retransmis dans le court-métrage, qu'on sent réalisé avec des bouts de ficelle. Alors je pense que c'était une volonté d'avoir l'air sérieux et d'aborder des sujets de grands pour participer au concours et pas avoir l'air complètement décalé par rapport aux autres réalisations. Dans ce court-métrage, c'est vraiment la première et la dernière fois que j'ai fait jouer un adulte par quelqu'un de mon âge. Mieux vaut adapter les scénarios aux personnes que vous avez sous la main, c'est bien plus simple pour commencer. Alors déjà là, j'avais été confronté à des problèmes qui allaient devenir récurrents. Il a fallu convaincre toute une petite bande d'amis de participer. C'est une chose plus difficile à faire qu'on ne le pense. Il faut vraiment croire à fond en son projet, lui insuffler une énergie quand on en parle de manière à la transmettre aux autres pour leur donner envie de participer au projet, vraiment. Si j'ai un conseil à donner, c'est de croire en son projet. Si vous émettez des doutes, personne ne vous suivra. Le projet, il aura l'air aussi bancal que votre façon de le présenter. L'autre problème auquel j'ai dû faire face, c'est le temps. Le court-métrage était trop long pour être présenté au concours. Il a fallu le raccourcir. Et ça, je peux vous dire que dès qu'il y a une limite de temps, on finit toujours avec minimum 30 secondes en trop. Et ça paraît rien, mais dans un court-métrage, il peut s'être passé une montagne de choses en 30 secondes. Ce court-métrage, je me souviens même plus s'il avait pu être envoyé en temps et en heure. Je me souviens pas des résultats du concours, vraiment pas du tout. C'est vrai que quand je revois ces images, ça me fait bizarre de revenir sur ces projets-là. Mais je trouve qu'en même temps, on voit jamais assez de débuts comme ça. Quand on découvre un réalisateur, on peut parfois retourner voir les courts-métrages qu'il a pu faire, mais la plupart du temps, ils ont été réalisés dans un cadre déjà quasiment professionnel. Alors que là, c'est vraiment les images qui datent de plus de 10 ans. Moi, j'ai envie de dire que si vous avez envie de réaliser un projet, allez-y, prenez votre téléphone, filmez, faites des erreurs et vous apprendrez beaucoup de ça. Je vais maintenant passer au premier gros projet FC Animation et c'est la série Ghost Whisperer. C'est vraiment le premier gros projet sur lequel on a travaillé. Alors c'était censé être une série, une web-série qui allait durer une quinzaine d'épisodes. J'avais quasiment écrit, je crois, le fil conducteur de quasiment tous les épisodes. Elle était inspirée de la série originale, Ghost Whisperer, bien évidemment. D'ailleurs, on avait même repris le générique. Je vous laisse admirer ces magnifiques effets spéciaux. Alors ça, bien évidemment, ça date pas de 2008 ou de 2009. Hein. Ce générique-là date vraiment des années. Je crois que c'est plus 2010-2011 quand on réalisait le 4e épisode. Où là je commençais à maîtriser mon logiciel d'effets spéciaux Adobe After Effects. Magnifique. Donc j'avais écrit la série en sachant qu'Axel, qui apparaissait à ce moment-là dans tous mes courts-métrages, serait mon héroïne principale. Donc voilà, le but de la série en fait était de rendre hommage à la série principale en faisant un Ghost Whisperer avec des personnages de notre âge à l'époque. Donc l'histoire de base était qu'en fait Axel héritait du don de Ghost Whisperer de son frère qui est mort un mois avant le début de la série. Et là les images que vous voyez sont les images du premier épisode où Axel était quasiment toute seule tout le long. Alors comme les épisodes font chacun un quart d'heure, je vous ai fait une petite compilation surtout des effets spéciaux que vous voyez un petit peu l'évolution de ces effets.
Là, dans ce premier épisode, l'histoire était en fait que son frère, qu'on pensait passer de l'autre côté, est en fait resté dans le monde des vivants afin de tester Axel pour savoir si elle a ce qu'il fallait pour devenir le nouveau Ghost Whisperer. Voilà. Voilà. Quand je revois ça, on voit quand même que les effets spéciaux ont très mal vieilli. Et me voilà à l'époque. Alors, je jouais le frère d'Axel. Seulement, vous verrez que dès la fin du premier épisode, je suis passé cette fois-ci pour de bon de l'autre côté et je ne reviendrai pas. Je crois que c'est une de mes dernières apparitions. Je crois que je suis apparu dans IA, le film réalisé pour le TPE, mais depuis, plus une trace de moi dans mes courts-métrages. Mais le premier épisode qu'on a tourné de la série n'est pas le premier épisode en fait. On a commencé par un épisode spécial Halloween qui devait être l'épisode de 7. Voilà, donc là c'est les images que vous avez là, c'est le petit récapitulatif de début d'épisode. Il devait être fait pour sortir pour Halloween, c'était un spécial Ghost Whisperer Halloween. Et donc là, j'avais pu déjà monter une équipe un petit peu plus grande. Vous allez voir, on a des personnes qui vont revenir plus tard. On a déjà Elisabeth qui va revenir après dans Alone Together. Et d'autres projets. Alison aussi, qui reviendra dans Alone Together aussi. Voilà, on avait aussi alors Marie-Camille qui est apparue juste pour cet épisode. Épisode dont le scénario était, attention, magnifique. Une jeune femme qui s'était fait dévorer par des coccinelles voraces. Voilà, donc là on observe à nouveau de magnifiques effets spéciaux faits à l'époque. Donc ça, c'est les effets spéciaux que j'étais capable de faire en 2009. Vous remarquerez qu'en quelques années, l'évolution est quand même assez flagrante. Là, pour l'instant, c'est vraiment c'est le premier épisode qu'on a tourné tous ensemble. Et c'est cette idée des coccinelles, c'était venu dans la vraie vie. En fait, on avait remarqué que les maisons, justement, étaient infestées de coccinelles. Chez nous, en tout cas, plein de coccinelles étaient souvent agglutinées dans des coins de la maison, au plafond, tout ça. Et j'étais parti dans cette idée de dire que cette fille-là serait la fille de cet épisode, puisque le but de Ghost Whisperer, c'était rencontrer un fantôme qui n'est pas passé de l'autre côté, tenter de régler ses problèmes. Et là, c'était l'histoire, en fait, c'est que cette fille s'est fait dévorer par des coccinelles voraces, après s'être fait pousser par ses amis. Voilà. Et là, on aperçoit Alison, qui du coup a joué sa première scène, je crois que c'est la toute première scène qu'Alison a joué. Où elle joue du coup un fantôme. Alors on verra son personnage revenir dans les premiers épisodes. Alison, son rôle de Alice Kent était censé être un personnage récurrent qui allait rester vraiment jusqu'au bout de la série. Alors que dans l'épisode 2 où elle apparaît, dans l'épisode 3, pardon, où elle est morte, on pense qu'elle est passée de l'autre côté, mais en fait non. Et elle allait avoir un rôle clé pour aider Axel à sauver tout le monde. Là, du coup, alors cet épisode d'Halloween, en fait, le but c'était de mettre plein de petits passages comme ça qui faisaient assez peur. Bon là, avec les effets spéciaux, c'est plus très, ça fait plus très très peur, mais bon. Je crois qu'on va voir aussi la première apparition d'Elisabeth, Ellie, qui a fait son apparition dans cet épisode aussi. Là, c'est vraiment un épisode, on est passé de l'épisode 1 où Axel est toute seule pendant tout le long de l'épisode, j'apparais juste sur la fin pour faire une brève apparition, à un épisode avec pas mal d'acteurs. Voilà, sachant que là, du coup, Ellie joue la méchante Amy. Voilà,
elle est censée être accompagnée par une autre méchante qu'on verra plus tard dans l'épisode 4, Sand. Mais comme on l'avait pas encore casté, et bien dans cet épisode, c'était Amy la méchante. À cette époque-là, c'était vraiment adapter le scénario en fonction des acteurs que j'avais, et vraiment l'histoire passait, on va dire, l'histoire passait au second plan. C'était vraiment... Regardez-moi ces magnifiques effets spéciaux de coccinelle. Magistral. Donc voilà, Marie-Camille qui aura fait son apparition uniquement dans cet épisode, qu'on ne reverra pas après. Bien sûr que je la vois la lumière. Seulement, j'ai quelque chose à faire avant de passer de l'autre côté. Voilà, la plupart des éléments, comme par exemple ici, je précise ce qui lui est arrivé, et donc on fait ça avec des voix qui disent « Oui, elle a été poussée dans un bac de coccinelle vorace. Ah, j'ai entendu que c'était ses amis qui l'avaient poussée. » C'est justement parce que là, on était vraiment limité en personne sur les tournages, donc je ne pouvais pas faire exactement ce que je voulais. Là, la séquence qu'on va voir, c'est exactement ce qui me fascinait. C'est-à-dire que moi, dans Ghost Whisperer, ce qui m'intéressait justement, c'était l'histoire. Cette personne qui est différente, qui peut parler avec les morts. Et en même temps, c'était de pouvoir faire mes effets spéciaux. Je voulais pouvoir faire apparaître des gens. Et là, comme vous le voyez, alors c'était l'histoire en fait de cette orbe, était qu'elle était capable d'enfermer la noirceur des esprits. Et les méchants demandaient à Axel d'aller le récupérer, sous couvert de l'aider en lui disant que cette orbe existe. Ah bah, si tu t'en sers, tu pourras. Hein, alors qu'en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était la récupérer et s'en servir, eux, pour enfermer d'autres esprits. Mais, et vraiment, je réalisais cette série dans le but de réaliser ces effets spéciaux-là. Bon là, ce qu'on voit à l'écran, c'était vraiment... c'est des vieux effets spéciaux. C'est vrai, quand on revoit ça, on n'imagine pas... Mais c'est vrai que là, par exemple, ce genre de scène, comme on va voir avec Amy, à l'instant... Aussi. Mais maintenant, il ne vous servira plus à rien. Mais dans les mains de Sand. On ne va pas vous le donner comme ça sans rien faire. Mais je ne vous le demande même pas. Voilà, c'était vraiment le genre d'effets spéciaux que je voulais faire. La série était quasiment un prétexte pour moi pour m'amuser et créer tous ces effets spéciaux. Je crois que même que les bruitages, quelques bruitages, notamment là, l'orbe, ont carrément été réalisés avec la bouche. C'est-à-dire que je bruitais moi-même mes films. Parce qu'effectivement, alors là, on est passé sur l'épisode 2 avec Allison et ma petite sœur qui joue la sœur d'Allison. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos que vous voyez là ont été agrandies. De base, les vidéos sont très petites. C'était filmé avec une caméra qui enregistrait de toutes petites images très compressées. Et en fait, à cette époque, l'enregistrement ne se faisait pas sur une carte SD ou sur un disque dur, mais sur un petit DVD. Ce qui fait qu'en fait, quand la caméra tournait, on entendait le son de la gravure des images sur le disque. C'est la raison pour laquelle, en fait, tous les premiers épisodes de Ghost Whisperer, là, qu'on tourne jusqu'à l'épisode 4, ont en fait été totalement redoublés par les acteurs. Alors le souci, c'est que les acteurs avaient leur texte, et puis ils lisaient simplement leurs répliques, et c'était à moi ensuite de bricoler pour les faire marcher au montage, pour les remplacer les dialogues enregistrés au montage par ceux enregistrés ensuite. Mais les acteurs, quand ils lisaient leur texte, ne voyaient pas leurs prestations qu'ils avaient fait à l'écran. Ce qui veut dire qu'il y a ce qui explique, on va dire, le décalage entre certains dialogues et certaines actions. Voilà, là c'est la première apparition de Florian Schex. C'est la toute première scène que Florian Schex ait jamais fait chez FC Productions.
Et je me souviens que du coup, alors elle jouait Lia Sanders. Tous les prénoms étaient à consonance américaine. C'était vraiment une adaptation de Ghost Whisperer à fond Vous êtes la fille. dans l'anglais. Oui, je m'appelle Axel Gordon. Axel s'appelait Axel Gordon. Allison jouait Alice Kent. Là, c'est Lia Sanders. Voilà. C'est pareil là pour les décors, on avait demandé, là on était chez des voisins pour tourner, c'est vraiment la limite, Vous êtes seul la limite des décors qu'on pouvait avoir. La plupart des films et même ensuite ont été tournés chez moi pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus simple pour la logistique, pour faire venir les gens, tout ça. Le but, c'était, en fait, la plupart du temps, on tournait un épisode en un après-midi, en un samedi après-midi. Le but, c'était de se déplacer le moins possible, et puis surtout de faire un trajet, par exemple, quand la scène où Allison parlait avec Axel tout à l'heure était tournée devant chez Axel, on tournait toutes les scènes qui devaient être faites devant chez Axel, et on rentrait ensuite chez moi, en faisant toutes les scènes qui devaient être faites au village. Voilà. Donc là, on est passé sans transition à l'épisode 4. Donc là, on voit que les effets spéciaux étaient quand même bien mieux maîtrisés. Voilà, donc en fait, c'est que le premier épisode a été commencé en 2009. Pareil pour l'épisode spécial Halloween, il a été tourné en 2009. Et l'épisode que vous voyez maintenant date de 2011, donc avec une nouvelle caméra HD qui a complètement changé la donne. Là, je pouvais me permettre de faire des effets spéciaux un peu plus avancés. Voilà. On sent vraiment quand même que c'est fait avec les moyens du bord. Et là, justement, cette scène, la première apparition de Winnael dans Ghost Whisperer. Elle avait déjà participé à d'autres petits projets avant, notamment La Créature, et des projets qui n'ont jamais abouti. À partir de maintenant, nous jouons sur un grand échiquier. Voilà. Je veux bien te pioncer Et là, vous sur allez ta voir partie. que je me suis vraiment amusé sur les effets spéciaux. Cette série, c'était vraiment un prétexte juste pour ça. Et maintenant, pour terminer la demi-heure, je vous propose de passer à Éveil, le film que j'ai réalisé avec Quentin Ross pour le bac de cinéma. Ce film vient après 3 ans de lycée, 3 ans à suivre l'option cinéma. Donc là, on va dire que les règles du cinéma ont commencé à être intégrées. On sent déjà même dans les épisodes dans l'épisode 4 de Ghost Whisperer et puis dans les épisodes de Lone Together que ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose de professionnel. Pour Éveil, encore plus, puisque comme il a été réalisé, comme je l'ai dit, dans le cadre du film de bac, on a pu en fait utiliser des caméras semi-professionnelles, voire même professionnelles, je me rappelle plus exactement. Je pense que Quentin, lui, pourrait me corriger si je dis des bêtises, mais en tout cas, on a pu utiliser vraiment un matériel un peu plus professionnel et ça se voit tout de suite à l'image. C'est vrai que là, ça n'a pas été filmé avec ma caméra de l'époque. C'est le premier projet où la musique qu'on a utilisée n'était pas des musiques piratées sur internet ou quoi. On avait demandé au groupe de Delano Orchestra si on pouvait utiliser leur musique. Moi je me souviens, j'étais parti vraiment dans un délire monumental en me disant qu'on allait inscrire le court-métrage au Festival de Cannes dans la section court-métrage, tout ça. Donc on était allé contacter le Delano Orchestra pour leur demander si on pouvait utiliser leur musique outro en leur disant ce court-métrage sera présenté au Festival de Cannes. Et puis une fois que le court-métrage est réalisé et qu'on voit le résultat final, on reconsidère un peu les choses et on retourne un petit peu à sa place. Je me souviens vraiment très bien de comment le film a été conçu. On savait qu'on allait devoir réaliser un court-métrage qu'on allait devoir présenter au bac, sur lequel on allait être interrogé, mais on ne savait pas encore exactement quelles étaient les modalités ou quoi.
Et un mercredi après-midi, notre professeur de cinéma nous assoit et nous dit « Bon, eh bien, vous avez 2 heures pour me présenter le scénario du film, du moins le synopsis du film que vous allez réaliser pour le bac. » Sauf que nous, on était un peu pris au dépourvu, personne n'avait encore commencé à réfléchir à quel film on allait faire. Donc avec Quentin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur un papier tous les thèmes qui nous intéressaient, qui venaient nous titiller. Moi, je me souviens que il y avait les jumeaux qui m'intéressaient. J'étais intéressé par le monde du rêve ou le coma. Qu'est-ce qui se passe en fait quand une personne est dans le coma ? Donc on avait cette idée-là qui dominait. On était aussi parti, il me semble, sur une idée de Cluedo géant, où en fait les personnages étaient à l'intérieur d'une pièce en fait. On découvrait seulement à la fin que tous ces personnages étaient contrôlés par des joueurs qui justement jouaient au Cluedo. Et les personnages à l'intérieur étaient victimes, on va dire, entre guillemets, des choix de leurs joueurs. Je sais qu'on avait des idées comme par exemple, quand les joueurs lançaient les dés, des éclairs apparaissaient dans le monde de Cluedo. Voilà, mais en tout cas, c'est avec l'idée du coma qu'on est parti. Vraiment, cette idée de qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne dans le coma. Et on est parti sur cette idée qu'en fait, une personne dans le coma doit se reconstruire pour sortir en fait de son coma. Et cette idée en fait de bataille a été traduite par Quentin, parce que moi j'étais assez bloqué à cette idée. Moi j'avais cette idée des personnes de Julia, le personnage principal joué par Minel Sibilia que vous voyez là. J'avais cette idée de ce personnage qui passe ses journées à faire tout le temps la même chose, aller sur cette place, regarder les gens qui passent. Encore une fois, ce n'est pas passé loin. Mais j'avais pas encore totalement l'idée de qu'est-ce qui allait pouvoir se passer. Et c'est Quentin qui a amené cette idée de guerre. C'est-à-dire que son pays est en guerre, on l'aperçoit, on l'entend grâce à une radio comme que vous avez pu voir au début du film. Une radio qui la tient informée sur l'état en fait du pays. Le pays étant pour moi en fait son propre corps. Et là, on est sur la scène où justement elle réalise que la situation ne peut pas durer comme ça. Et c'est justement à ce moment-là où elle décide de se battre et de ne plus être passive et de seulement attendre que les journées passent en se disant il faut faire quelque chose. Et à partir de là, en fait, elle va réussir à se sortir de cette situation. C'était vraiment cette idée comment la personne fait pour sortir du coma. Voilà, il faut qu'elle se reconstruise à l'intérieur. Et les personnes sur cette place représentaient, on va dire, son esprit. Plus les jours passent et moins il y a de personnes, plus elle est en train en fait de se perdre et de se détruire. Et là, juste à la fin, justement, quand elle décide de tout reconstruire avec l'aide des personnes qui sont là, les autres personnes qui avaient disparu reviennent. Moi aussi, je suis allée trop vite un jour. Voilà, et ce film a été quand même grandement influencé par tous les films qu'on avait vus en cours de cinéma cette année-là. Le court-métrage avait été réalisé assez vite. Je me souviens que sur le tournage, j'avais eu assez peur de manquer de temps. Même si ce court-métrage avait été une très bonne aventure et nous avait permis d'obtenir une très bonne note au bac. Voilà, donc j'espère que ce petit retour en arrière sur les débuts d'FC Animation vous ont plu. On se retrouvera pour un prochain épisode très bientôt.